En 2024, les recettes fiscales ont rapporté plus de 460 milliards d'euros à l'État. Mais qui dit recette pour l'un dit dépense pour l'autre, et en l'occurrence, l'autre, c'est vous. Qui dit argent dit impôt, et c'est désormais certain, ils vont augmenter. Ce qui nous offre là un joli paradoxe. Les impôts sont censés être utilisés pour régler les problèmes des Français, sauf que si on écoute ces mêmes Français, leur principal problème, c'est l'augmentation des impôts. Mais bon, le gouvernement a soi-disant besoin d'argent, et pour se refaire, il sait vers qui se tourner. En 2025, les impôts, les taxes, l'électricité, l'auto, la santé, on va tous y passer. On vous prend tout, vous payez 48 d'URSSAF, 23 d'IS, alors en plus des 48 d'URSSAF, on vous reprend 15% d'impôt sur le revenu. À notre grande dame, car à force, entre les taxes, les impôts et les prélèvements en pagaille, beaucoup se posent cette question. Combien d'impôts vais-je verser à l'État au cours de ma vie? Eh bien si vous êtes curieux de l'apprendre, ça tombe bien, car c'est justement le calcul qu'on a décidé de faire aujourd'hui. Ça devait concerner que les plus riches à la base, et puis je sens que la définition de la richesse va bientôt changer. Oh là là, vous mangez 2 fois par jour, petit aristocrate va. Ça fait maintenant une éternité que la France vote un budget déficitaire. Ça fait 50 ans, c'est-à-dire voté sous Pompidou, exécuté sous Giscard. Donc inutile de dire que je vous parle d'un temps que les moins de 70 ans ne peuvent pas avoir connu. Et en 2025, notre pays est l'un des rares d'Europe à avoir creusé autant son déficit. En gros, alors que tout le monde fait attention à ne plus jeter l'argent par les fenêtres, chez nous, on les agrandit. À l'heure où on se parle, notre dette se creuse de 6228 euros par seconde, pour un total culminant à 3300 milliards d'euros. Pour vous donner une image, si on empilait 3300 milliards de pièces de 1 euro, on obtiendrait une tour de 7 700 000 km de haut, soit 20 fois la distance des Lunes. Oui, on peut le dire, notre dette est astronomique. Enfin, je suis désolé, quand il y a un écart de 50 milliards en 9 mois, ça part complètement en sucette. Voilà peut-être pourquoi le gouvernement force pour faire sauter un jour férié, histoire d'encore grappiller ce qu'il est possible de l'être. Sauf que dans les faits, et même si tous les Français se cotisaient pour offrir leur salaire annuel à l'État, ça ne suffirait pas à combler le trou dans la caisse. On a beaucoup de jours fériés en France, je le rappelle, par rapport à d'autres pays, et on peut peut-être mettre en tout cas ce point-là sur la table. Enfin, si c'est une bonne idée selon nos dirigeants, selon les Français, ça l'est beaucoup moins, car ces derniers ont cette fâcheuse impression. L'État est obèse, et plutôt que de faire un régime, ils continuent de s'empiffrer sur leur dos. La suradministration qui coûte 80 milliards par an à la France, ça attendra. L'évasion fiscale qui représente 100 milliards de manque à gagner, on s'en occupera plus tard. Taxer votre chien, et pourquoi pas votre chat aussi, ça en revanche, oui, c'est une bonne idée. Plutôt que dépenser des conneries dans les JO, dans les AME, etc., laissez les propriétaires de chiens tranquilles. Petit à l'école, quand nos professeurs nous apprenaient l'histoire de France, ils nous parlaient d'un peuple qui devait payer la taille, la dîme, la gabelle, des choses qui nous paraissaient folles pour de pauvres paysans désemparés. Pourtant, en proportion, ces mêmes paysans payaient beaucoup moins d'impôts que vous. Ça paraît fou, mais c'est vrai. Au XVIe siècle, le travailleur français payait l'équivalent de 18 jours de travail en impôts. Aujourd'hui, il n'est quitte qu'après 208 jours, soit plus de 10 fois plus. Alors oui, ces paysans n'avaient peut-être pas la chance d'avoir du Doliprane gratuit, mais bon, difficile de se moquer de nos ancêtres qui devaient payer une taxe sur le sel quand en 2025, on parle de taxer l'eau en bouteille. De quoi boire la tasse, des bouteilles d'eau taxées à 20% pour officiellement inciter les consommateurs à boire de l'eau du robinet, une mesure qui rapporterait entre 150 et 300 millions d'euros par an. Cet amoncellement de taxes, l'association de consommateurs l'UFC Que Choisir les dénonce régulièrement. Ils les appellent les mini-taxes. Sauf qu'avec 125 mini-taxes au bas mot, on peut parler de super profit. Et entre mini-taxes et taxes tout court, ces dernières culminent aujourd'hui au nombre hallucinant de 480. La liste, la voici. Et non, on ne va pas toutes les détailler, rassurez-vous. Seulement, beaucoup ont un point commun. Elles vous concernent de près ou de loin. Alors maintenant que vous avez une jolie vue d'ensemble sur le mastodonte fiscal français, revenons à la question initiale. Combien, sur l'ensemble de votre vie, allez-vous gracieusement donner à l'État? Vu la multitude de vos activités, franchement, m'accorder ne serait-ce qu'une minute est plus qu'une fierté, mais un honneur. Merci madame. Lui, c'est Gabriel, un joli bébé qui vient de naître en France en 2025. Et une chance pour lui, ou pas, le voici dans une famille de la classe moyenne. D'ailleurs, le gouvernement lui-même n'a jamais défini clairement ce qu'est la classe moyenne, mais il estime tout de même que 2 Français sur 3 en font partie. Bien que dans les faits, à peine 45% des travailleurs payent l'impôt sur le revenu. Enfin bref, dans les premières années de sa vie, les impôts laisseront tranquille ce petit bonhomme. Évidemment, on imagine difficilement un bébé s'acquitter de payer des taxes. Mais ses parents, eux, peuvent le faire. Les couches, les biberons, les jouets, tout ce que les parents du petit Gabriel achètent rapporte à l'État entre 5,5 et 20% du montant total. C'est la fameuse TVA, ou taxe sur la valeur ajoutée. Mais en quoi la valeur ajoutée est-elle justifiée quand l'État se contente simplement d'imposer un tampon sur le travail d'autrui? La TVA, c'est une taxe, c'est la taxe la plus inégalitaire qui existe, parce qu'évidemment, 5, 10, 20% sur un produit, ça n'a pas le même poids dans le porte-monnaie de quelqu'un qui est en dessous du SMIC ou RSA que pour quelqu'un qui gagne 10 000 euros. Et en sachant que le budget moyen pour élever un enfant en France est estimé à 180 000 euros de sa naissance à ses 20 ans, et qu'une bonne partie de ce montant est justement soumise à la TVA, on peut se prêter là au premier calcul. Supposons qu'environ 50% de ces dépenses sont sous le coup d'une TVA moyenne de 10%. La moitié de 180 000, c'est 90 000. Et 10% de 90 000, c'est 9 000 euros. Alors quand Gabriel décroche son BTS en poche, ses parents sont bien contents. Certes, ils sont sûrement un peu tristes de voir leur chéri quitter le foyer, mais au moins, ils sont soulagés d'une chose, le voir prendre le relais. Car entre son premier job, son premier appartement ou sa première voiture, Gabriel va commencer à comprendre pourquoi ses parents râlent autant à chaque repas de Noël. Après ses 30 premiers jours dans sa nouvelle entreprise, Gabriel reçoit ça, sa toute première fiche de paie.
paye. 2786 €, soit le salaire brut médian français en 2024 selon l'INSEE. Sauf qu'en salaire net avant imposition, ça fait 2090 €. Et après imposition, on tombe carrément à 1950. En gros, sur une année, environ 10 000 € de votre fiche de paie s'envolent comme par magie dans les caisses de l'État. Oui, c'est Emmanuel Macron. Je suis bien sur le portable de Gérard Majax. Alors, sur 43 années de cotisation, le calcul n'est pas compliqué. C'est simple. 43 fois 10 000, ça fait 430 000. De quoi acheter une belle maison, une belle voiture et se payer un tour du monde. Et encore, si on compare avec le salaire versé de base par votre patron, là, il y a carrément de quoi devenir fou. Moi, il me coûte 7 147 €. 7147. Pourtant, Franck nous a dit toucher environ 2800 €. Comment est-ce possible? Bonne question. Enfin, on comprend mieux pourquoi de plus en plus de Français sont payés au SMIC. Avec autant de taxes qui pèsent sur leur dos, beaucoup de patrons ne peuvent tout simplement pas proposer mieux à leurs employés. Et malheureusement, tout ça a creusé le fameux fossé entre les riches et les pauvres. Un phénomène de smicartisation évoqué aujourd'hui par beaucoup d'économistes et de politologues. C'est-à-dire qu'on s'appauvrit. Et les Français le sentent. Il y a une smicardisation de la société française. En 2 années simplement, il y a 1 million de Français qui ont été rattrapés par le SMIC. Pour faire simple, la classe moyenne aurait tendance à petit disparaître. Quelques-uns se hissent et accèdent à la classe aisée, leur permettant de payer des impôts sans trembler. D'autres, moins chanceux ou un travailleur, finissent par tomber dans la classe précaire et sont donc dispensés d'impôts. Et pour ceux qui se retrouvent piégés au milieu de tout ça, c'est la double peine. Trop riche pour être pauvre, mais trop pauvre pour être riche. Et encore, pour le moment, vous partez sur 43 années de cotisation. Mais qui sait ce que le gouvernement vous réserve dans le futur? Car vous le savez, la politique, ça va très vite. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution... Enfin, après avoir été ponctionné d'environ 800 € sur son salaire de base, voilà Gabriel avec 1950 € net en poche. Enfin net, pas vraiment. Comme tout le monde, il dépensera en moyenne 1100 € mensuels dans des dépenses incompressibles. Dépenses incompressibles, elles-mêmes sujettes à l'imposition. Loyer, assurance, transport. D'ailleurs, quand on sait que 7 Français sur 10 partent travailler en voiture et que les taxes sur les carburants peuvent représenter 500 à 1000 € par an pour une personne roulant régulièrement, soit 20 000 à 40 000 € sur l'ensemble d'une carrière, là encore, on comprend que les gens soient sur les nerfs. Surtout quand on ajoute les malus, les frais sur la carte grise, l'entretien et les amendes. C'est la Fashion Week? Ils se mettent sur le trottoir les fashion. Non? Nous on bosse nous. Bref, à ce stade, Gabriel dispose de 850 € pour finir le mois. En moyenne, il en met 260 sur un compte épargne. Le reste, soit 600 €, servira à acheter de la nourriture et peut-être à se faire un peu plaisir. Ah, et au fait, n'oubliez pas ce détail. Sur ces 600 €, entre 5 et 20% de ce montant partira d'une manière ou d'une autre dans la fameuse TVA dont on vous parlait plus tôt. Évidemment, si vous touchez plus que le salaire médian, il vous restera plus que notre cher Gabriel. Mais vous avez saisi l'idée. Vivre, ça coûte cher. Voilà pourquoi entre les déplacements, les repas et tout le reste, vous dépensez facilement 3 000 € par an de taxes et d'impôts. Soit là encore, 130 000 € sur vos 43 années de carrière. À ce stade, c'est déjà près de 600 000 € que l'État a récolté grâce à votre dur labeur. Mais attention, car maintenant, ce n'est pas parce que je vous raccrochez les gants que l'État ne compte plus sur vous. Après tout, tant que vous êtes vivant, vous êtes taxable. Gabriel a 63 ans. Le voilà à la retraite, prêt à profiter de la vie. Et de notre fameux système de rétribution pour lequel vous avez tant cotisé. Sauf que, si vous comptiez récupérer tout l'argent que vous y avez investi, détrompez-vous. On joue, on gagne ou on perd? L'État a gagné. Car toujours en partant du principe que vous étiez à 2000 net par mois durant votre carrière, et à raison de 400 € ponctionnés par mois sur 43 ans, ça donne 206 400 €, soit en tenant compte de l'inflation, 411 000 €. Dites-vous qu'en investissant cette somme graduellement sur un rendement moyen de 5%, on grimpe à 686 000 €. Seulement, la retraite, ce n'est pas un placement comme les autres, car il faudrait vivre un sacré paquet d'années pour voir un retour sur investissement. L'espérance de vie d'un Français est de 80 ans. Alors en partant à la retraite à 63 ans, il ne reste selon les statistiques que 17 ans devant Gabriel. 17 ans de retraite à 1500 € par mois en moyenne, ça fait 306 000 €. Si on résume, vous investissez 411 000 et vous récupérez 306 000. Les 100 000 € qui restent, c'est pour l'État. D'ailleurs, s'il récupère autant d'argent avec les retraites, pourquoi ne présente-t-il toujours ce système comme étant déficitaire? A priori, le système n'est pas en déséquilibre, d'où la question que l'on se pose. Pourquoi réformer un système qui semble être à l'équilibre, Michael Zemmour? Et selon certains économistes, entre la baisse de la natalité et l'allongement de la durée de vie, la messe serait déjà dite. Autrefois, il y avait 4 travailleurs pour un retraité. En 2060, il y aura plus de retraités que d'actifs. On s'imagine alors mal continuer indéfiniment avec un tel système, que certains économistes n'hésitent pas à qualifier de Ponzi légal. Et pourtant, d'autres économistes avancent que le système des retraites serait à l'équilibre, voire en léger excédent. Le catastrophisme affiché par le gouvernement chaque fois qu'il évoque le sujet trouverait alors une autre explication. Donc il n'y a pas de danger financier dans le système. Par contre, le gouvernement a un programme politique pour d'autres raisons économiques en fait qui tiennent pas tellement au système de retraite, qui vise à allonger, à repousser l'âge de la retraite. Oui, ça commence à faire beaucoup de choses qui ne vont pas. D'autant que là encore, votre retraite non plus n'échappera pas aux impôts qui lui sont propres. Dans le cas de Gabriel, ce serait 12% de ces fameux 306 000 €, soit encore une fois 36 720 €. Et pour finir, le jour fatidique de sa mort, l'État lui prendra encore une bonne partie de ce qu'il possède. En moyenne, le capital laissé par un Français à son décès se situe autour des 150 000 €. Et dans le cadre d'un héritage par enfant, vous pouvez préparer votre plus beau stylo. Car
vous signerez un chèque d'environ 50 000 € au trésor public. Au total, Gabriel, comme des millions de Français au passage, aura donc donné près de 900 000 € à l'État. Une véritable fortune au regard du prix de la vie en 2025. Et nul doute que si vous aviez une telle somme en main, vous sauriez comment la dépenser. Pourtant, sur le papier, les Français sont prêts à payer des impôts. Ils demandent simplement à ce que leur utilisation soit juste et transparente. Et puis, ne rêvez pas. À part si vous déménagez dans un paradis fiscal, vous continuerez à en payer des impôts. Mais quand on est bien informé, on peut au moins s'arranger pour en payer moins. Car maintenant vous avez saisi l'ampleur de l'hémorragie, vous vous posez peut-être cette question. Mais comment faire pour payer moins d'impôts? Première option, lever le pied et être moins bien payé. Et oui, on vous le disait plus tôt, mais si 45% des foyers paient un impôt sur le revenu, ça veut surtout dire que 55% d'entre eux n'en payent pas. En France, en dessous de 11 295 € par an par part fiscale, vous êtes soumis à un taux zéro. Seulement nous, contrairement à l'État, on ne vous incitera jamais à gagner moins, évidemment. Mais payer moins d'impôts, ça, oui. Parlons donc de l'optimisation fiscale par l'investissement. Alors attention, on ne vous parle pas de partir aux Bahamas avec des valises pleines de billets en priant pour éviter le fisc. Non, tout cela est parfaitement légal. La preuve, la meilleure source pour se renseigner sur le sujet, c'est le site du gouvernement. Et une chose dont vous avez certainement entendu parler a attiré notre attention, les niches fiscales. Alors ce qu'on appelle une niche fiscale, c'est une façon d'investir qui va soit permettre de réduire les impôts, soit permettre de générer un revenu qui lui-même n'est pas ou peu fiscalisé. Traduction, sous réserve de respecter certaines conditions, vous pouvez placer votre argent sans que vos profits soient taxés. Et si vous pensiez que tout ça n'est réservé qu'à l'élite des experts financiers, détrompez-vous. Pour dire, en France, il y a littéralement 474 niches fiscales. Il y en a donc pour tous les goûts et tous les budgets. On peut parler du PER par exemple, le plan d'épargne retraite, produit financier spécialement conçu pour épargner en vue de votre retraite. Mis en place en 2019, ce dernier rencontre son petit succès. Pas auprès de tout le monde certes, mais il reste intéressant à partir de la tranche marginale d'imposition à 30%. Et se montre même extrêmement attractif pour les épargnants imposés de 41 à 45%. Plus classique, on peut parler de l'assurance vie, car elle possède un sacré avantage. Si vous avez prévu d'y investir sur 8 ans ou plus, vous allez bénéficier de tous ces avantages fiscaux. Et là, on parle d'un abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple, et d'une rentabilité annuelle de 4%. Oui, c'est bien mieux que le livret A. Enfin, l'abattement sur les niches fiscales ne peut pas excéder 10 000 € par an pour la plupart d'entre elles. Et comme il coûte tout de même près de 3% du PIB de la France, avec notamment le cas des armateurs, on peut se demander si l'État ne va pas bientôt mettre son nez là-dedans. Alors l'investissement défiscalisé, c'est bien, mais vous ne pouvez pas non plus tout miser là-dessus. Non, là où vous avez un énorme coup à jouer, c'est sur la gestion de votre patrimoine. Le but, préparer efficacement votre succession pour économiser des dizaines de milliers d'euros, pour vous comme pour vos enfants. Car on vous le disait juste avant, l'État n'aura aucun scrupule à arriver au pire des moments pour vous demander sa part délirante sur l'héritage. Le barème de l'imposition sur les successions commence à 5%, mais grimpe jusqu'à 45% pour les montants supérieurs à 1,8 million d'euros. Et encore, on parle ici de succession parent-enfant, mais pour les frères, les nièces, voire les amis, l'État prend d'office entre 35 et 60%. Alors au niveau fiscal, elle est taxée au taux de 55%. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, le premier héritier de cette succession, ça n'est pas votre fille, c'est l'État. Heureusement, il existe quelques techniques, peut-être même créées par les politiques eux-mêmes afin d'éviter d'y perdre des plumes. Bref, par exemple, vous pouvez de votre vivant réaliser les donations temporaires d'usufruit. De quoi aider vos enfants à se lancer dans la vie, tout en déduisant jusqu'à 6 300 € par an de vos impôts. Aussi, tous les 15 ans, chaque parent peut de son vivant donner jusqu'à 132 000 € à chacun de ses enfants sans payer l'impôt sur les successions. Mais encore faut-il les avoir, ces 132 000 €. Alors pour ça, on vous encourage à économiser dès maintenant. Sauf que ne comptez pas sur l'État pour vous appeler et vous dire « Tiens, c'est bizarre, vous pourriez bénéficier de telle ou telle aide. Et si on réglait cette histoire dès maintenant ?» Non, c'est à vous de vous prendre seul en main. Vous n'êtes pas Jésus non plus. Il paraît. En tout cas, bonne chance dans vos démarches en ligne. Entre les bugs, les maintenances et les mots de passe dans tous les sens, les sites du gouvernement n'oublient jamais d'être incompréhensibles. Tout le contraire de notre reportage que regarde Gabriel en ce moment même. Une vidéo de 12 minutes qu'il aurait bien aimé découvrir plus tôt, où on vous montre comment protéger et faire fructifier votre épargne. Bon, là, il a l'air super concentré, alors on va le laisser tranquille. Mais si comme lui vous êtes curieux, le lien est dans la description. Bref, entre le travail, l'héritage, les transports, les chiens, les chats, les bouteilles d'eau, les photocopieuses, les pylônes électriques, plus rien n'échappe à la main de l'État aujourd'hui. À tel point qu'un jour peut-être, nous n'aurons plus que l'impôt sur les eaux. Et vous, quelle taxe voudriez-vous supprimer? Ou inventer, pourquoi pas? On vous laisse liker cette vidéo et nous dire tout ça en commentaire.